Bien le bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ça fait quelques temps que je m'étais pas retrouvé seul face à ce micro. Il y a pas mal de raisons, dont la prépa marathon qui a été compliquée un petit peu ces dernières semaines. C'était aussi le gros de la prépa, donc pas mal de petites choses à dire là-dessus, pas mal d'apprentissages qui, je le sais, peuvent vous amener des apprentissages de votre côté quand je dissèque un peu tout ça, que j'en tire des expériences et potentiellement des choses pour le futur. Je sais que vous me dites que ça vous aide, donc on va revenir un peu là-dessus sur, je pense, les dernières semaines plus, parce que la dernière fois que j'ai parlé de tout ça, ça commence à dater un peu. Et le fait est que si je dois résumer cette période, je marche un peu sur un fil depuis plusieurs semaines et je dirais même depuis 2 bons mois au total parce que c'est intense. La prépa marathon, elle est intense. Je me retrouve avec des semaines avec les plus gros volumes que j'ai jamais fait. Là, si je regarde un petit peu en arrière, pas la semaine dernière où j'ai commencé à réduire, mais commencer à réduire, ça veut dire une semaine à 121 km. Lol. Mais la semaine d'avant, j'étais à 145. Avant, j'ai fait 139, 135. Et j'avais déjà eu plusieurs semaines au-dessus de 120 km avant ça. Donc oui, des volumes jamais atteints de mon côté. Et c'est compliqué d'encaisser tout ça et d'encaisser le reste à côté. Parce que, je le répète, la course à pied, ce n'est pas le centre de ma vie. Ça doit tourner autour du reste. Et c'est un peu mieux que l'année dernière, mais c'est pas encore la folie cette année. Donc quand je dis que je marche sur un fil, c'est que c'est pas simple. Il y a eu des très belles séances, des très belles sorties longues. Je suis quand même très content de cette prépa au global. Mais il y a aussi eu pas mal de séances non terminées, des séances décalées, parfois annulées totalement, et des moments où de toute manière je me sentais pas dedans et où ça manquait un peu de plaisir. Donc preuve que je marche sur un fil. Heureusement, avec l'expérience, j'arrive à mieux gérer tout ça et à continuer de pousser sans tomber du mauvais côté. Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est un avantage? Parce que je suis capable de me mettre très très proche de ma limite sans la dépasser. Mais en même temps, est-ce que rester très longtemps proche de cette limite, c'est pas aussi fatigant, voire plus, que de la dépasser, de s'en rendre compte et de rééquilibrer les choses? Voilà, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Et vous allez voir que cette prépa marathon, je sais pas si j'en referai d'autres des comme ça après parce que c'est pas l'objectif principal. Un des objectifs principaux, justement, c'est de continuer évidemment de faire grandir Campus, mais aussi de pouvoir faire du contenu qui me plaît et ça me permet de parler rapidement de ces podcasts solo. Pourquoi j'en ai fait moins? Oui, pas le temps, pas l'énergie pour les enregistrer, pour les préparer, évidemment, mais il y a aussi un peu la lassitude de ce format, même si je sais qu'il plaît à pas mal d'entre vous parce que ça peut vous accompagner régulièrement dans vos courses. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce que je préférais vraiment, c'était des discussions, comme j'ai pu en avoir récemment dans le podcast avec Mathieu Blanchard, avec Dorian Louvet. Bref, ces deux-là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les enregistrer et j'aimerais arriver à ne sortir que des contenus à deux. Pas forcément avec des gens hyper connus tout le temps, mais au moins qu'il y ait un dialogue et que ce soit enrichissant dans le sens où pour moi, quand il y a 2 personnes autour de la table, on raconte des choses, mais il y a un point de vue différent de l'autre côté ou une expérience qui vient l'enrichir. Et voilà ce que j'aimerais réussir à faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. On travaille là-dessus, donc il y a un peu moins de podcasts, mais c'est aussi pour une bonne raison, c'est qu'on veut revenir avec un truc encore plus quali. Ces podcasts solo, c'était un test, et on est peut-être sur un des derniers épisodes comme ça, donc voilà. Sinon aujourd'hui, on va parler justement de un peu comment gérer les périodes compliquées. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça ces dernières années, de comment je fais pour réussir à quand même arriver à finir mes prépas, même si c'est compliqué. Parce que je dois le dire, malgré toutes les difficultés, là en ce moment, je suis dans la forme de ma vie. Je cours à des allures que j'aurais jamais imaginé penser pouvoir courir. Donc c'est cool. Et je vais vous partager encore une fois mon expérience un peu de tout ça.
Avant ça, la petite intro, elle arrive un peu tard, mais pour ceux qui découvriraient ce podcast aujourd'hui, ou en tout cas qui auraient découvert le podcast avec Mathieu, avec Dorian, et qui me retrouveraient là tout seul face à un micro, si vous êtes encore là après cette longue intro de 5 minutes, merci déjà, et je vous explique un peu le principe du podcast. Je ne vais pas commencer à dire podcast comme les boomers, ça serait gentil, merci. Le podcast Endorphine, c'est lié à mon mantra que j'ai depuis 20 ans, s'entraîner sérieusement, sans se prendre au sérieux. Je suis Nico, aka Running Addict, ça fait 20 ans que je cours, donc 8 marathons au compteur, un chrono de 2h33, et j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous en parler en connaissance de cause, et je suis totalement transparent sur mes erreurs, parce que je pense que les partager, c'est permettre à tous les autres de les éviter, ou au moins de comprendre plus vite qu'on est dans l'erreur, donc de progresser plus vite. Je suis aussi le fondateur de Campus Coach, l'appli running qui vous accompagne dans votre entraînement pour vous éviter toutes ces erreurs directement dans votre entraînement. Ici, c'est Endorphine, le podcast qui est conçu pour vos entraînements. Je vous partage ma passion de la course à pied, mon expérience de coureur et celle des personnes qui m'inspirent pour qu'on arrive à se motiver à courir et à progresser tous ensemble. Let's go! Donc dans cet épisode, on va parler des séances ratées. Je vais revenir sur quelques séances ratées. Je vais aller les choper au final dans Strava pour aller un petit peu analyser qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui n'a pas marché sur ces séances. Et après, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça ne marche pas ? J'ai pas une réponse absolue, mais je pense que j'ai quelques petites clés à vous apporter là-dessus. Et vous verrez après, c'est vous qui avez le contexte. Donc c'est vous qui êtes capable de choisir quoi faire en fait quand ça ne va pas. Et ensuite, je vais vous dire qu'il faut quand même se concentrer sur ce qui marche. C'est rare que tout ne marche pas. Et moi, je suis team voir le verre à moitié plein. Et si on se concentre sur ce qui marche et qu'on se dit « Ok, ça c'est ok, il y a des trucs qui vont pas, mais c'est pas grave. Je continue d'avancer petit à petit. » Et à la fin, on s'en sort toujours. Et surtout, il ne faut pas oublier l'ordre des priorités qui fait progresser. Je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais je vais le rappeler aujourd'hui et vous verrez que ça permet de relativiser un peu plus sur ce qui ne marche pas dans l'entraînement parfois. Et enfin, je vais revenir sur les erreurs que j'ai faites dans cette prépa et je vais les expliquer, les analyser sans aucun tabou. Au début, j'avais mis ça en début de podcast et comme c'est très personnel, j'ai préféré partir sur du concret avec les séances ratées d'abord pour mieux comprendre tout ça et ensuite on ira aux enseignements. Du coup, si on part sur les séances ratées, déjà, il faut dédramatiser les séances ratées, il y en aura toujours. Moi, j'ai tendance à dire que la prépa parfaite, elle n'existe pas. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Je ne sais pas si de votre côté, il y a des prépas où vous êtes dit « Ah, dis donc, tout va bien, je n'ai pas loupé une séance, j'étais au top de ma forme tout le temps. » C'est possible, hein, mais en tout cas, quand on a une vie à 100 à l'heure, si c'est votre cas, acceptez que ça n'arrivera jamais d'avoir une prépa où tout va bien à tous les moments. Parce que quand on vit à 100%, qu'on se donne de tous les côtés, on a forcément des hauts et des bas, ça fait partie du jeu. Moi, je l'ai accepté et j'essaye de plutôt faire avec pour que ça réussisse. C'était pas le sujet, là j'étais censé revenir sur les séances ratées. On va d'abord commencer donc par ça. La semaine dernière, la première séance que j'ai de vraiment rater, je prends la plus récente, celle qui est la plus fraîche dans mon cerveau. J'avais un 4x 2500 au seuil. Alors ça, c'est une séance que j'ai raté 3 fois en réalité. Parce que j'étais censé la faire il y a 2 semaines aussi. Et ce jour-là, je sentais qu'il n'y avait aucune chance. Dès l'échauffement, c'était non. Mon corps a rien voulu savoir. Les accélérations, ça va pas. J'avais vraiment ce que j'appelle le cerveau à côté des pompes. Quand il y a comme un 2 secondes d'écart entre ce qu'on vit à l'intérieur de son corps et ce qui revient à notre cerveau en termes d'analyse. Quand on est dans cet état-là, c'est quand même compliqué. C'est que le système nerveux, il est totalement en berne et il n'arrive plus à gérer. Et moi, c'est mon principal problème. Hein. C'est pas physique en général. Et du coup, si le système nerveux est au bord d'exploser, j'ai envie de dire que dans beaucoup de cas, est-ce que ça vaut le coup d'aller se challenger à fond quand on est sur une vraiment grosse séance pour aller creuser un peu son trou? Telle est la question, on va y revenir un peu plus tard. Mais dans tous les cas, ce jour-là, j'ai dit « Ok, non, je la fais pas cette séance parce que je sais que j'ai une sortie longue qui arrive en fin de semaine qui va être
vraiment difficile et j'ai préféré tout miser sur cette sortie longue. Et au final, j'ai bien fait parce que cette sortie longue s'était super bien passée. C'est celle que j'ai faite avec Tristan, 2h30, 6 fois 10 minutes d'allure, non 7 fois 10 minutes d'allure au total, qui a fini par un 10 minutes final où j'ai fait 3 km. Donc un 3000 en moins de 10 minutes, pour vous ça vous parle pas, mais pour moi c'est quelque chose qui me semblait très difficile quand j'étais en cadet, en junior, où je regardais les gens qui faisaient moins de 10 minutes, je me disais putain ça, c'est bien, c'est rapide, j'aimerais bien un jour faire ça, et là je suis capable de le taper au bout de 35 km de sortie longue. C'est un petit accomplissement perso. Et c'est aussi parce que j'ai accepté de rater, de ne pas faire la séance de quelques jours avant, que j'ai pu faire celle-là. Donc, parfois, c'est reculer pour mieux sauter. Quand on sait qu'on n'a pas la capacité de tout faire sur une semaine parce que ça ne va pas passer, on fait des choix et on accepte à un certain moment de se reposer un peu plus, ou en tout cas de moins pousser, parce que c'est quand même une semaine à 140 km dont je vous parle. Voilà. Si à chaque prépa j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des séances ratées, là je les ai pas comptées, mais je suis sûr qu'il y en a bien 6 ou 7 des séances que j'ai ratées sur cette prépa, enfin sur les 2 derniers mois de prépa, 2-3 derniers mois. Donc c'est quand même beaucoup de séances. Et pour autant, à chaque fois que j'ai eu des moments difficiles comme ça, à la fin c'est passé le jour J. Je vous dis pas que là je vais réussir, que ça va passer à Amsterdam, mais pour autant, en fait, je sais que les séances que j'ai réussies sont tellement réussies, tellement fortes, j'étais tellement solide sur ces séances-là, qu'en réalité, j'ai pas de doute. C'est pas parce que j'ai loupé 6 ou 7 séances, encore une fois, je ne les ai pas comptées, que ça me met du doute sur ma capacité à réussir le jour J. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de se dire à quel point je me sens en forme, je me sens prêt. Et en fait, si je me sens vraiment en forme, que je tiens mes allures facilement, que je me sens prêt au global, là, je ne me laisse pas atteindre par des séances comme ça qui sont ratées. Parce que si je remonte, j'en ai eu d'autres, mais en vrai, on s'en fout d'aller regarder le détail de chaque séance. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire que une séance qui ne marche pas, c'est pas forcément grave, en fait. Déjà c'est la vie, tout simplement, parce que la vie c'est des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, et en fait plus on fait de choses, plus on va avoir de choses qui ne vont pas marcher. Ça, alors là, je vais un peu plus loin que le sujet course à pied, mais si je devais vous résumer ma vie au quotidien, je fais énormément de choses, je teste des trucs dans tous les sens, et il y a plein de trucs qui marchent pas, il y a plein de choses où je me dis fais chier, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu marcher, autant dans les contenus que dans l'entrepreneuriat. Il y a toujours des trucs qu'on fait qui en fait ne marchent pas, ou on n'arrive pas à aller au bout des choses. Et en vrai, la réalité c'est que c'est pas grave, parce que si on fait, à la fin, c'est mieux que de ne rien faire dans tous les cas. Parce que si on fait rien, on est sûr de rien avoir en bout de ligne, alors que si on fait plein de choses, peut-être qu'il y aura des échecs, des trucs difficiles en cours de route, mais à la fin, c'est ce qui nous fait progresser. Les trucs qui marchent et les trucs qui marchent pas, il faut un équilibre entre les deux pour continuer d'avancer. Et du coup, je pense que c'est ça qui me permet à chaque fois, le jour de la course, de réussir. En soi, ce sont aussi mes séances ratées qui me permettent de réussir le jour J. Parce que j'ai eu un équilibre entre des séances où ça s'est super bien passé, où j'étais vraiment en mode waouh, aujourd'hui je peux tout casser, et des moments où ça a été vraiment difficile, qui me rappellent la réalité, qui font que quand t'es dans le dur le jour J, tu sais que c'est normal que ça soit dur, parce que t'as vécu plein de moments où ça l'a été, et en même temps, tu arrives à retrouver ce jour-là le truc de te dire ok, mais dans les moments où j'allais bien, c'est passé. J'ai eu la douleur, elle est passée. Et du coup, le jour J, c'est ça qu'il faut aller retrouver. Il faut rester dans ce schéma de je sais que un jour lambda, j'abandonnerai parce que c'est dur, mais là, c'est le jour où il faut se mettre dans l'état d'esprit, on va jusqu'au bout, on casse tout et on
n'abandonne jamais. Et ça, je dis pas que j'y arriverai encore une fois, c'est ça qui est dur parce que quand je dis 2h29, je vais le faire, j'ai toutes les cartes en main, ça veut pas dire que ça va se faire. Ça veut dire que je suis convaincu que j'ai tout pour y arriver et du coup, je vais tout donner pour y arriver, je vais donner mon max. Mais en soi, le résultat final en termes de chrono, ça m'importe pas tant que ça. C'est ça qui est difficile à dire, c'est que ce qui m'importe, c'est la manière, c'est de me dire je veux ne rien regretter le jour J. Si j'ai tout bien fait, eh ben je serai heureux dans tous les cas. Quel que soit ce que ça donne, c'est ça le principal. Putain, je diverge aujourd'hui, c'est un truc de fou, je pars dans tous les sens. Mais je vous le dis, de toute manière, pas de surprise, je suis dans l'état que je vous raconte. Je suis à 2 semaines du marathon d'Amsterdam aujourd'hui. Je suis dans un état lamentable, je suis fatigué. Mais c'est pour ça qu'il y a l'affûtage qui arrive. Il y a 2 semaines qui vont me permettre de revenir à 100%. Je le sais. La semaine prochaine, je suis en vacances. Je n'entendrai absolument plus parler de vous, entre guillemets. Non, mais de tout ce qui a trait à Running Addict, à Campus. Je vais me mettre dans une bulle et je vais arriver à 110% le jour de la course. Et je sais que ça va être un gros avantage, je le dis, pour tous ceux qui ont vraiment leur objectif de l'année, si vous pouvez prendre à minima quelques jours de congé avant et vous mettre dans une bulle, ça va vous faire remonter votre énergie à un niveau que vous ne connaissez pas. Déjà, il y a l'affûtage qui fait ça. Donc physiquement, nerveusement, je vais avoir retiré tous les trucs qui font que on est dans une phase difficile quand on est dans l'entraînement. Plus les vacances, je sais qu'en fait, je vais remonter tous mes curseurs à un niveau de forme que je n'aurais jamais vécu de toute la prépa. Je serais physiquement au top, psychologiquement au top parce que j'aurais pris une semaine de vacances et je serais nerveusement... Bon bref, vous avez compris, tous les curseurs en haut. J'ai du mal à parler aujourd'hui, mais vous avez l'idée et c'est ça le principal. Maintenant, je voudrais revenir sur quand même 2-3 petits trucs parce que c'est compliqué de savoir est-ce qu'on abandonne pour les bonnes raisons quand on est sur une séance. Et ça, c'est pas parce que je vous ai dit que ça allait, je savais que j'allais m'en sortir avec ça, que j'ai 100% des réponses sur les séances où j'ai abandonné. Parce que ça peut aussi être un mental pas assez fort et il y a des moments, au final, on ne devrait pas abandonner parce qu'en fait, on a la capacité d'aller au bout de la séance et on accepte juste d'écouter la petite histoire que notre cerveau nous a créée. Parce que dans tous les cas, dans 100% des cas, quand on abandonne, c'est qu'on a écouté la petite histoire de notre cerveau. C'est juste qu'il y a des moments, si à chaque séance, il faut être à 100% de sa faculté mentale pour finir la séance, ça ne va pas. Ça ne devrait pas être le cas. La majeure partie des séances devrait bien se passer dans une prépa marathon, ne devrait pas être au carton où on finit à se rouler par terre tellement on s'est fait mal. Donc, il faut faire la part des choses entre savoir quand est-ce qu'il faut pousser au max, quand il faut accepter qu'on n'est pas dedans et que du coup, c'est pas le jour. Si je reprends... Et en fait, il y a un équilibre entre les deux. Je vous ai parlé de la séance de 4x2500 que j'ai abandonnée. Si je reviens une semaine en arrière, j'avais un 9x1000 qui était une séance un peu test qu'on s'était mis avec Tristan. Et la veille, j'étais dans un état mais horrible. Et en plus, j'avais enregistré une vidéo... On avait fait le podcast Le Campus Talk. Du coup, j'avais pas dormi super bien derrière, classique. Et du coup, je me retrouve à devoir faire ce 9x1000 le lendemain matin. Je démarre la séance, ça va pas. Mais ce jour-là, c'était séance test. Donc séance test, c'est on débranche et on la fait. Donc celle-là, je me suis fait vraiment violence pour réussir à rentrer dans la séance et à la faire. Et elle est passée. Donc, mais si on utilise ces cartouches mentales-là sur chaque séance, ça ne peut pas passer. Ça n'ira pas au bout de la prépa, tout simplement. Pour moi, ça ne devrait pas être le cas. Donc, la vraie question, c'est comment on choisit ces moments, comment on fait pour savoir si
c'est de la flemme, si c'est le cerveau qui nous raconte une histoire ou si on est vraiment dans le dur, et dans ce cas-là, il faut adapter, et bah ça, c'est malheureusement, il n'y a que l'expérience qui peut nous le dire. Et même avec l'expérience, là, aujourd'hui, je ne suis pas capable de dire si j'ai bien fait d'abandonner certaines séances ou si j'aurais dû les continuer. Et inversement, c'est très, très, très difficile à dire. Le fait est que là, je parle de mental, de nerveux. C'est vraiment quand on a une vie à 100 à l'heure et qu'on a 1 million de trucs à penser. Mais c'est le mal, je pense, le plus commun aujourd'hui. J'ai l'impression que ça a explosé dans les dernières années et que ça parle à beaucoup d'entre vous. Que ça soit le contexte professionnel, familial et je dirais malheureusement tout ce que les réseaux sociaux et la connexion permanente avec 1 million de trucs nous a amené. Ça, on va pas faire un débat là-dessus, mais je pense que ça ne nous aide pas. Bref, l'avantage quand le problème qu'on a est physique, c'est qu'on sent que ça coince, qu'on est dans le dur et qu'on n'arrive pas à finir la séance. Ça, c'est des signaux qui sont faciles à analyser au final. Si l'entraînement est trop dur parce que physiquement on n'arrive pas à suivre, bah j'ai envie de dire c'est assez facile. On n'arrive pas, on adapte un petit peu à la baisse notre objectif et basta. Quand c'est mental, nerveux, voilà, c'est beaucoup plus insidieux et il faut réussir à comprendre en fait. Est-ce que on doit se bouger le cul et se remobiliser parce que c'est juste qu'on n'arrive pas à rentrer dans ce mode difficile, ou alors est-ce qu'on est en train de creuser notre trou et que si on insiste 1 séance, 2 séances, 3 séances, et ben on va le payer à long terme. Ça, j'ai envie de dire, voilà, je vous ai donné un petit peu mon analyse. Maintenant, c'est à vous de voir où vous en êtes dans votre entraînement quand vous avez ces moments-là et de vous poser les bonnes questions, mais sachez qu'il n'y a pas de réponse universelle et que c'est très compliqué. Maintenant, la seule chose que je dirais, c'est que si on abandonne une séance, il faut essayer à chaque fois de se remettre en question et de comprendre qu'est-ce qui nous a amené dans cet état-là. Essayer de faire, et si c'est possible, essayer de faire évoluer les choses pour ne pas se remettre dans la même situation la semaine d'après. Ça, c'est une étape où j'ai encore du mal. Vous allez le voir dans mes erreurs à la fin. Je sais à peu près pourquoi, mais j'ai du mal à faire évoluer ça. Voilà. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas ? Est-ce que j'ai pas déjà traité ce sujet en parlant pendant 10 minutes sur le point d'avant ? Non. Il y a des choses importantes là-dessus. Grosso modo, si une séance ne passe pas de temps en temps, moi je vous ai dit qu'il y a 6 ou 7 séances qui ne sont pas passées. Mais au final, ça reste une goutte d'eau, enfin ça reste minoritaire. Une goutte d'eau, non. Ça reste minoritaire sur l'ensemble de ma prépa. Si je parle des 12 dernières semaines, on va se concentrer là-dessus, 6 ou 7 séances, ça fait une séance toutes les 2 semaines qui n'est pas passée. Sachant que j'ai 2 séances de fractionné et une sortie longue que je compte là-dedans, et ça fait 1 sur 6. Donc, c'est vraiment une séance de temps en temps et le reste, grosso modo, ça s'est bien passé. Donc, dans ce cas-là, c'est OK, c'est la vie et tant qu'on est sur le fil mais qu'on ne tombe pas du fil, c'est dangereux mais ça va. Donc voilà, moi ça c'est vraiment mon cas. Maintenant, si vous avez une séance sur 2 qui passe pas, voire la majeure partie des séances, si vous enchaînez 3 ou 4 séances qui passent pas, là par contre, faut pas insister, faut pas se taper la tête dans le mur et faut ajuster. Si vous avez un coach, soyez hyper ouvert, ne lui masquez pas la vérité, dites-lui tout. Et si vous êtes sur le campus, c'est la même chose. Dites-nous concrètement que vous n'avez pas réussi à finir la séance ou donnez le vrai ressenti. Si vous avez réussi à la finir et que ça a été horriblement dur, vous mettez le smiley que ça a été horriblement dur. Parce que oui, ça va ajuster votre objectif un petit peu à la baisse les semaines suivantes, mais si de toute manière vous n'arrivez pas à finir, ça ne sert à rien de vouloir garder son objectif initial. Il vaut mieux ajuster avant d'avoir la tête dans le mur et de faire une course toute pourrie parce qu'en fait, vous n'aurez pas voulu changer ça. Moi, je n'ai pas changé mon objectif parce que, encore une fois, oui, il y a des séances qui ne passent pas, mais les sorties longues et l'allure marathon est toujours très bien passée et ça reste le principal. Au final, ce sont les séances où
C'est l'heure de vérité quand on est sur les sorties longues les plus longues avec de l'allure marathon. C'est là où on voit et où on se rend compte si on a une chance d'y arriver ou pas. Allez, un peu de positif dans tout ça. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui marche. C'est ce que je viens de dire en pensant justement aux sorties longues qui se sont bien passées. Moi, c'est là-dessus que je me base. Encore une fois, verre à moitié plein. Parfois, on est sur courant alternatif avec des jours on, des jours off. Moi, je suis encore plus sur courant alternatif que vous pouvez l'imaginer parce que je vis comme ça depuis toujours. Je suis très on-off, ça va pas. Avec des gros hauts et des gros bas. C'est fatigant au quotidien, mais à force, on sait qu'on fonctionne comme ça. Et de toute manière, on a tous nos phases positives, négatives. Pour certains, c'est plus plat que pour d'autres. Les hauts et les bas sont assez condensés et globalement, il y a un équilibre. Et pour certains comme moi, il y a des très hauts et des très bas. Parce que là, j'ai vraiment alterné des très très bonnes sorties, des très très bons trucs au quotidien où tout marchait comme je voulais. Et d'autres moments où du très très bas, des séances qui passent pas, une journée improductive au possible parce que mon cerveau n'était pas là. Bref, je vous en passe et des meilleurs. Mais si je dois résumer à ça, voilà, je ne m'inquiète pas dans ce cadre-là. Et je m'inquiète beaucoup moins cette année où j'ai des très belles séances, des très belles sorties sur lesquelles m'appuyer, sur les jours où ça va pas. Et en fait, sur les jours où ça va pas, je suis pas trop stressé ou déçu parce que je sais que, ok, au global, ça va. Et j'essaye de me dire justement au global et pas à penser uniquement à ce jour où ça n'a pas été. Il faut vraiment focus sur le long terme et se dire si je me pose la question des dernières semaines, derniers mois au global, est-ce que ça va dans le bon sens ? Si la réponse est oui, il faut rester positif. Alors que 2023, là, mentalement, c'était dur et j'avais vraiment peu de choses qui marchaient. Les séances s'enchaînaient, ça marchait pas. Les sorties longues, c'était pas beaucoup mieux. J'avais pas grand-chose auquel me raccrocher. Et voilà, j'ai cru que j'allais abandonner la prépa l'année dernière, clairement. Maintenant, l'avantage, c'est que je sais que même dans ces moments-là, si on lâche pas et qu'on garde les objectifs, qu'on garde le bon ordre de priorité en tête, qu'on reste focus, on peut quand même y arriver à la fin. L'important, c'est pas d'être parfait, c'est de faire des choses. Il faut pas de ne jamais être fataliste, de ne jamais lâcher moralement dès qu'il y a un truc qui va de travers. Au global, on pense à son objectif, on pense à tout ce qu'on a fait et on essaye de se dire qu'il y aura des jours meilleurs de toute façon. Et ensuite, on essaye de rester centré sur l'ordre de priorité important pour progresser, qui est toujours le même. Fréquence est supérieure à volume et supérieure à intensité. Je rappelle pourquoi. Souvent, on a tendance à se dire « Ah là là, ma séance de fractionné, elle est mal passée » et du coup se dire « Rien ne va ». Sauf qu'en réalité, en tout cas, c'est vrai quand on fait des longues distances. C'est un peu moins vrai si vous préparez du 5 km, où là, vaut mieux quand même réussir ces intensités. Mais si on prépare du semi, du marathon, la fréquence d'entraînement, c'est la priorité. Si vous avez 4 entraînements dans votre semaine, il faut absolument que vous sortiez courir 4 fois. Même si vous devez adapter pour X raisons, la fréquence, c'est le plus important. En numéro 2, c'est tenir votre volume. Même si la séance passe pas, moi ce que je fais, admettons que j'ai 1h15 de séance et au bout du premier intervalle ça passe pas, je fais quand même 1h15 de course. Du coup, j'ai fait le volume. Et l'intensité, c'est en dernier. Idéalement, on veut que ça marche, mais c'est là où il y a le plus de risques d'avoir des échecs de toute façon. Donc, fréquence en numéro 1, volume en numéro 2, intensité en numéro 3. Et si vous cochez au moins les 2 premières cases, déjà vous avez fait une grande partie du travail. Et si maintenant je viens sur l'analyse un peu plus profonde des erreurs que j'ai pu faire, on peut aller pas plus tard qu'hier. Là, on est lundi 7 octobre. Hier, je courais le semi-marathon du Havre, qui est bien tombé parce que c'était pour ma dernière sortie longue où j'avais 2 fois 30 minutes d'allure marathon à faire. Donc, un semi, j'ai négocié un peu avec le coach et je me suis dit ok, ça va quand même être beaucoup plus simple, sachant que mentalement, j'ai un peu du mal à finir cette prépa, d'aller le faire avec du monde dans une course. Et en effet, c'était bien plus simple de le faire avec du monde dans une course parce qu'un dossard, je l'oublie à chaque fois, mais ça a vraiment un effet magique, ça donne des ailes
Et quand on est avec d'autres coureurs, du public qui encourage, et bah ça permet vraiment de réduire de 1 ou 2 points l'effort ressenti. C'est vraiment l'impression que j'ai à chaque fois. Et le problème avec ça, c'est que une de mes qualités, c'est que je suis généreux dans l'effort, on va dire, dans tous les côtés. Je suis passionné et souvent, je donne un peu trop. Et là, le fait de mettre le dossard, ça m'a peut-être fait en donner un petit peu trop par rapport à ce que j'aurais dû. Le plan avec le coach, c'était de faire, comme l'année dernière à Deauville, 2 fois 10 km d'allure, donc un tout petit peu plus que des 30 minutes, mais ça faisait 2 fois 35 minutes, grosso modo, parce que l'allure que je vise, c'est quasiment 35 minutes au 10 km. Donc ça me faisait 1h10 d'allure au lieu d'1 heure. C'est pas déconnant non plus. Et voilà. Mais en termes d'allure, j'ai été un tout petit peu vite. Mais un tout petit peu vite, ça s'explique parce que j'ai couru dans un groupe. Et si je voulais courir en groupe, il n'y en avait qu'un seul qui me correspondait. Et quand je dis courir trop vite, c'est j'ai fait les calculs. Premier 10 km à 3,29 ou 3,30 de moyenne et le deuxième aussi. Alors qu'on avait prévu 3,33 et 3,31. Vous allez me dire, à 3-4 secondes près au kilomètre, il est un petit peu tatillon. Mais en réalité, pour moi, le 3-4 secondes au kilomètre, ça change beaucoup de choses parce que mon allure semi, elle est peut-être 6-7 secondes en dessous de mon allure marathon aujourd'hui. Donc en fait, je passe très très vite de l'allure marathon à l'allure semi. Donc j'étais un cran au-dessus en termes d'intensité par rapport à ce que j'aurais dû faire. Mais ça m'a permis de valider que les jambes n'avaient aucun problème à encaisser ça. Donc en fait, l'avantage, c'est que ça m'a vraiment boosté psychologiquement de me dire que ok, je suis vraiment bien à ces allures et j'avais besoin de ça, tout simplement. Parce que c'était un peu dur là cette dernière semaine et du coup ça m'a fait du bien de me dire super, je suis capable de courir un semi à 3,30 au kilomètre sans finir cramé. Donc en fait 1h14,30 que j'ai fait hier sur semi, au final encore aujourd'hui ça reste mon deuxième meilleur temps sur semi. Donc c'est cool de se dire que rendu là, je suis capable de faire ça sans être à fond. Et voilà, morale quand même. Morale de cette histoire, je ne sais pas. Oui, je suis généreux, je suis passionné, souvent je donne trop. C'est pour ça que je ne mets pas souvent des dossards, parce que sinon j'ai tendance à avoir du mal à me freiner si c'est une course qui n'est pas objectif et sur laquelle je dois travailler des allures. Mais psychologiquement, ça donne vraiment des ailes et je pense que c'est un besoin aussi à certains moments clés de la prépa. Et là, il me reste 2 semaines pour récupérer. Vous inquiétez pas, je l'ai coupé en 2 ce semi, j'ai une petite récup. Je sais que je serai prêt dans 2 semaines, il n'y a pas de doute. Moi, ça va pas me fatiguer. Il y en a qui me demandaient sur Strava, mais du coup, le coach Tristan, il dit qu'il recommande pas de faire un semi à allure marathon à 2 semaines de l'objectif. Et toi, tu le fais. Alors d'une, je redis ce que j'ai dit sur Strava, mais pour moi, un semi en 1h14, c'est 1h14 d'effort, versus si pour vous c'est 1h45, ça fait 30 minutes d'écart d'allure marathon. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Si on rajoute 30 minutes de plus, là, c'est beaucoup plus fatigant. Donc d'une, et de deux, je l'ai coupé en 2 avec un 3 minutes de récup au milieu de ce semi. Donc, ça a coupé l'effort en 2 et ça réduit un peu la charge aussi. Voilà. Et de 3, je suis quand même à un niveau d'entraînement avec le volume que je fais qui me permet de faire des choses qu'on ne conseillerait pas forcément à tout le monde au quotidien. Ensuite, si on passe sur une autre erreur, alors plus globale sur la prépa, la priorisation. J'en parle à chaque fois, mais j'ai du mal à faire des choix. Et quand je dis en début de prépa qu'il va falloir prioriser un peu plus la course à pied versus le reste, j'ai pas l'impression que je l'ai beaucoup fait sur cette prépa, tout simplement. Je l'ai fait à certains moments où j'arrivais à le faire pendant 2 jours en fait. Et pendant 2 jours, je me dis non, mais là, ça va pas passer, donc il faut se concentrer. Et au bout de 2 jours, je retombe dans mon flot d'idées, de motivation à contribuer à ce projet de fou qu'est Campus, à faire des vidéos et
Et en fait, voilà, c'est compliqué d'accepter quand on est passionné de faire la part des choses. Je n'y arrive pas, donc la conclusion, ça va sûrement être que je vais vous en reparler juste après, d'ailleurs, de la conclusion de tout ça. C'est mon dernier point. Et une autre erreur, pas pris de vacances du tout cet été. Les vacances, on sait à quoi ça sert. Hein. Ça sert à vraiment couper et à ne pas se mettre dans un état de ça va pas. Je pense que cette année, je sais pas si j'ai vraiment pris des vacances. J'ai pris des week-ends prolongés, j'ai pris des jours par-ci par-là. Mais en vrai, je pense pas avoir pris de vacances depuis... Voilà. Je ne m'en souviens pas, donc c'est mauvais signe. Ouais, et on en a besoin de couper. Je suis le premier à dire que si on pouvait, je pense que l'idéal pour être performant au travail, ça serait comme en course à pied, quasiment faire un 3 semaines et demie intense et une demi-semaine à une semaine de récup. Je suis sûr que ça serait efficace. Si c'est efficace en course à pied pour l'entraînement, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas efficace dans d'autres sphères de la vie. On n'en est pas là, mais franchement, je pense que c'est quelque chose qui fonctionnerait et je ne me l'applique pas du tout. Donc dans tous les cas, faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est un classique chez moi. Du coup, c'est clairement une erreur de ne pas avoir pris de vacances cet été. C'est une erreur qui était anticipable. Ce qui a tendance à m'énerver quand je me dis ça a posteriori, parce que je me moque de faire des erreurs. Mais quand c'est des trucs où clairement c'était anticipable et que je l'ai répété déjà 50 fois, c'est déprimant. Parce que les erreurs, c'est fait pour progresser. C'est pas fait pour les répéter ad vitam aeternam. Point. Si je reviens un peu sur le mental, je vous ai dit, il y a de plus en plus de moments où j'arrive pas à passer le cap de me faire mal. Et c'est très subjectif. Je sais pas si c'est parce que ma vie est de plus en plus chargée ou si c'est parce que je deviens plus faible avec le temps et que du coup je suis plus faible tout simplement. La réalité, je ne sais pas, mais je vais faire deux parallèles qui vont peut-être vous parler. Je suis en train de lire le livre de David Goggins. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur un Navy SEAL. On est vraiment dans l'extrême de mon cerveau peut tout faire, je n'abandonne jamais et je fais tout comme un débile à foncer dans le mur et me dire c'est pas grave, le mur il va casser. Je pense que c'est très romancé quand même un petit peu tout ça et que le monsieur a des faiblesses, mais bon, ça ne se montre pas. Je pense qu'il y a du très positif là-dedans. Oui, le cerveau humain est capable d'encaisser énormément de choses et souvent, on pourrait en faire plus que ce qu'on fait. Je suis le premier à dire que mon cerveau invente des histoires pour me faire ralentir, arrêter, abandonner, et j'accepte d'adhérer à ces scénarios. D'ailleurs, c'est toujours ça. C'est toujours notre cerveau qui nous fait arrêter. On a toujours de la marge. Ça, il faut le garder en tête. C'est un fait. Ce n'est pas, c'est pas inventé. C'est notre cerveau, c'est son rôle. Donc, dans tous les cas, si on veut continuer, on peut. Donc, ça, c'est bien pour les jours de course. Je suis assez... je pense que pour les jours de course, il faut réussir à se mettre ça dans la tête, que toute difficulté qu'on a, dans tous les cas, elle est dans la tête et on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Maintenant, au quotidien, c'est une autre question et je ne vous conseillerais pas de faire ça tous les jours de votre vie. Sinon, peut-être qu'il y a des éléments exceptionnels comme des David Goggins où ça passe, mais je serais curieux de creuser un petit peu plus quand même son quotidien pour savoir si c'est exactement comme tout ce qu'on lit dans le livre. C'est possible, c'est probable même, mais je dis juste que ce n'est pas adapté à tout le monde à mon avis. Et enfin, mais je pense que depuis 2021, j'ai des mécanismes de protection qui sont beaucoup plus forts qu'avant. Mes signaux internes sont très très forts pour m'empêcher de retourner dans cette zone malsaine qui est le surentraînement, le burn-out professionnel, on appelle ça ce qu'on veut, mais je pense que mes signaux mes alertes rouges sont vraiment très très fortes maintenant et j'aurais beaucoup de mal à retourner aussi loin que j'ai été à cette époque-là parce que je vois venir les choses et je suis capable de les gérer. Mais pour autant, je marche sur un fil et
Et voilà, c'est pas simple. Bref, je parle beaucoup trop de moi, je trouve, aujourd'hui, mais j'espère que vous êtes encore là. Et si vous êtes encore là, j'espère que ça vous aura intéressé, tout ça. Parce que l'erreur suivante, je vais prendre 2 secondes parce que c'est très personnel aussi. J'ai été à l'UTMB, c'était une semaine géniale, même si j'étais malade une grosse partie. Grosse fatigue engendrée d'avoir suivi l'UTMB, mais tellement de positifs avec tous les gens que j'ai rencontrés. Et une vidéo qui est folle, qui arrive cette semaine d'ailleurs, qui arrive mercredi je crois. Donc allez la voir, franchement j'adore le rendu de cette vidéo. Mais ça a généré énormément de fatigue, un entraînement qui a été un peu en berne pendant une semaine. Est-ce que c'était une erreur ? Je ne sais pas. Et enfin, alors là, ça c'est vraiment... je vous ai promis un petit truc à la fin, mais est-ce que je n'accepte pas une certaine réalité ? Parce qu'en ce moment je me pose la question... Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Clairement, est-ce que la signification d'un chrono à 2h30 au marathon, est-ce qu'elle est si forte que ça pour moi ? Est-ce qu'en réalité, j'ai pas des objectifs bien plus forts, bien plus en résonance avec ce que je veux à l'intérieur de moi, avec Campus et Running Addict, dans l'éducation, amener la démocratisation de l'entraînement, de la course à pied, de la santé par le sport. Bref, est-ce que c'est pas ça les objectifs qui me travaillent le plus à l'intérieur ? Et est-ce que je me mens pas en me disant que courir 2h30, c'est vraiment très très important pour moi ? Je ne sais pas. On verra. Dans tous les cas, je vais le faire. Je veux cocher cette case maintenant qu'on y est, mais... la réalité, c'est que ça plaira pas à tout le monde, mais 2h30, ça reste un niveau d'amateur. Je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça, que je me fais souvent reprendre quand je dis des trucs comme ça, mais amateur plus, bien sûr, mais 2h30, c'est à 30 minutes du record du monde et à 20 minutes de tout athlète qui est même pas encore potentiellement professionnel, donc à des années-lumière de tout ça. Donc oui, amateur plus, mais amateur quand même. Donc... est-ce que faire 2h29 ou 2h33, il y a une grosse différence ? Dans ma tête, j'ai l'impression que pas tant que ça. Et que dans tous les cas, j'ai envie de clencher ce 2h30 maintenant parce que je l'ai dans les jambes et il faut le faire. Mais après ça, je pense que la page sera tournée sur tout ça parce que j'ai d'autres priorités et voilà. Je sais pas quoi dire de plus en fait. Ça coûte beaucoup trop cher d'aller chercher ce que je suis en train d'aller chercher en ce moment et je suis pas sûr d'avoir envie de faire les concessions que j'ai fait pour aller chercher plus, tout simplement. Accepter la réalité, prioriser et mettre les bonnes priorités, c'est important, j'y reviens toujours et je me poserai là-dessus une fois que le marathon sera passé parce que là pour l'instant, il y a une chose à faire, c'est réussir cette course. Et j'espère que la prochaine fois que je vous retrouve dans ce podcast, c'est avec un chrono qui commence par 2h20 quelque chose. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Et si c'est le cas, si vous êtes encore là, merci. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous, d'avoir vos retours. Donc... merci à cette belle communauté que vous êtes. J'apprécie beaucoup. Ciao.